Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur le plateau d'Anews Workwell, votre média d'information sur les nouveaux modes et lieux de travail. Je suis ravi de vous retrouver donc pour cette table ronde consacrée au télétravail 2.0, aux attentes des salariés et aux outils que les entreprises peuvent mettre à disposition des salariés pour faciliter et optimiser ce travail distant. Pour en parler, je suis très heureux d'accueillir sur ce plateau autour de moi Caroline Diard, enseignant-chercheur en management des RH et droit à l'École supérieure de commerce d'Amiens. Caroline, bonjour. Bienvenue, merci de votre présence. Alors avec vous, Caroline, on va essayer de comprendre évidemment quelles sont les attentes des salariés aujourd'hui autour du télétravail. Et je précise que vous avez d'ailleurs publié il y a 3 ans. Oui. 2019, c'est ça? Oui, avant le premier confinement. Avant le premier confinement, cet ouvrage donc intitulé « Transformation digitale de la fonction RH » et on y trouve un paragraphe entier déjà sur le télétravail. Un chapitre déjà sur le télétravail, voilà. tout à fait. Qui a beaucoup changé. Vous le réécririez aujourd'hui? Ah oui. Oui. Ah oui, d'accord. Avec beaucoup de recul maintenant. Oui, exactement. On va en parler alors juste après. Alors j'accueille également Christophe Giral, directeur immobilier d'Euro Disney. Bonjour Christophe. Bonjour. Bienvenue. Disney qui a été hyper actif dès mars 2020 pour basculer toutes ses équipes, tous ses salariés en télétravail. Alors télétravail contraint, c'est pas tout à fait le même télétravail qu'aujourd'hui. Tu nous raconteras ce que vous avez décidé et ce qu'il en reste aujourd'hui, évidemment, quels enseignements vous en avez tirés si vous envisagez d'autres étapes. Également sur ce plateau, Thierry Griot. Bonjour Thierry. Bonjour Lionel. Dirigeant de LBC, le Bureau Contemporain, aménageur d'espace. Alors Thierry, toi tu as accompagné justement Disney dans l'équipement de leurs télétravailleurs. Tu as réfléchi à une offre spéciale télétravail autour de kits que tu nous présenteras. Et on verra ensemble donc, ce qu'ils contiennent et si les entreprises en sont friandes. Elles adorent ça. Elles adorent ça, voilà. Et enfin, bienvenue à Stéphanie Verrier. Bonjour Stéphanie. Bonjour Lionel, bonjour à tous et à toutes. Voilà, Stéphanie, vous êtes directrice générale de Trodat et présidente de l'AIPB, l'Association des industriels de la papeterie et du bureau. Je ne l'oublie pas, voilà. Nous verrons d'ailleurs ensemble comment les industriels s'adaptent à ce télétravail 2.0, quelles innovations ils proposent. Mais avant, quand même, pour qu'on comprenne, qu'est-ce que c'est l'AIPB, très rapidement? Alors l'AIPB, comme vous l'avez dit Lionel, c'est l'Association des industriels de la papeterie et du bureau. Et ce n'est pas que les stylos et les cahiers et le papier, c'est beaucoup plus. Nous avons 2 grandes sections, la vie à l'école, mais la vie en entreprise qui nous concerne aujourd'hui, la vie au bureau. Nous regroupons 40 adhérents qui sont les industriels, avec 145 marques à très forte notoriété, qui déploient leur expertise autour de l'environnement au travail, l'espace de coworking, l'espace individuel. Et bien entendu, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le travail à l'entreprise, mais aussi à la maison. Et on verra ensemble un petit peu plus tard tout ce que les industriels proposent, ont imaginé pour les télétravailleurs. Tout d'abord avec vous, Caroline, voilà, on a déjà commencé un peu à en parler. C'est peu de dire que ces 2 dernières années ont bousculé nos modes d'organisation du travail, dans le tertiaire évidemment, notamment. Où en est-on du déploiement du télétravail que j'ai appelé télétravail 2.0 parce que bon, le télétravail, c'est quand même pas nouveau. C'est un mode d'organisation qui existe quand même depuis un certain nombre d'années, mais on est passé à une nouvelle échelle. Alors on en est où du déploiement aujourd'hui? Alors effectivement, c'est un phénomène qui est ancien, qui est apparu dans les années 50 aux États-Unis et dans les années 70 en France. Alors on a parlé de télécommuting aux États-Unis et puis après en France, on a commencé à évoquer le terme d'autoroute de l'information. Et c'est en 1993, avec une mission interministérielle conduite par Thierry Breton, qu'on commence à évoquer sérieusement le télétravail. On voit ensuite apparaître l'intervention du législateur seulement en 2005. Alors ce qui se passe... 93-2005 quand même, il y a une certaine latence. Oui, après tout dépend d'une volonté politique et d'une pandémie. Aussi. Accessoirement. Donc le télétravail, aujourd'hui, il existe dans le Code du travail depuis 2012. En sortie de confinement, les partenaires sociaux se sont mis autour de la table, ont engagé le dialogue social et ont négocié un accord national interprofessionnel
dès novembre 2020. Il a été publié au journal officiel seulement en avril 2021, donc c'est quelque chose de récent. Alors, c'est un accord qui n'a pas un caractère contraignant, mais qui a un caractère de guide, un caractère qu'on peut dire normatif. Et depuis cet accord national interprofessionnel, on a dans les entreprises 3000 accords localement, accords d'entreprise, qui ont été signés. Ah oui. Alors, est-ce que c'est beaucoup, pas beaucoup, à l'échelle de toutes les entreprises? C'est un beau succès du dialogue social. D'accord. Alors, il faut savoir que le télétravail fait partie de la négociation obligatoire sur la question de la qualité de vie au travail. Donc, aujourd'hui, on évoque le télétravail et on l'évoque d'autant plus quand on a un accord. Alors, les entreprises qui ne se sont pas dotées d'un accord ont parfois signé aussi des chartes. Très bien. Ok. Je crois que vous avez aussi mené une étude. Alors, c'est sur un tout petit échantillon, mais ce qui est intéressant, c'est que vous l'avez menée avant la pandémie et après la pandémie. Expliquez-nous un petit peu d'abord le format de l'étude et puis le contenu. Qu'est-ce qui en ressort? Alors, c'est une étude qualitative. Donc, une étude qualitative, on reçoit les gens en entretien semi-directif, on enregistre, on retranscrit. Donc, on avait rencontré à l'époque, en 2019, 18 DIAD, managers. On les a rencontrés à nouveau en 2022. Donc on a pu comparer l'évolution. Oui. Alors en 2019, la charte de l'entreprise étudiée prévoyait 1 jour par semaine de télétravail et tout le monde nous a dit il faudrait plus. Voilà. Entre-temps, on a tous été confinés et aujourd'hui, la charte de la même entreprise indique 2 jours possibles. Et quasiment tout le monde nous dit 2 jours c'est bien, mais il n'en faut pas trop. Et pourquoi il n'en faut pas trop? Parce qu'on a vécu une situation pandémique avec un télétravail dans un contexte économique et sanitaire anxiogène. Donc c'est un télétravail subi, contraint et dégradé. D'accord. Donc c'est-à-dire qu'ils en gardent une mauvaise expérience, c'est ça? Alors, pas nécessairement sur tous les points, parce qu'ils vont par exemple évoquer le fait que l'employeur les a bien informés, leur a fourni le matériel, etc. Mais certains se sont sentis stressés, isolés. Et leur dire aujourd'hui un télétravail à temps plein, je pense qu'ils ne seraient pas tous d'accord. Ouais. Et alors, comment vous analysez le fait qu'ils vous disaient il y a 3 ans, c'est pas assez 1 jour, et qu'aujourd'hui, 2 jours, c'est suffisant? C'est quoi le ressort qu'il y a derrière? On veut plus d'autonomie, on veut simplement pouvoir rester chez soi et s'occuper un petit peu de sa vie familiale 1 jour ou 2 par semaine? Alors, dans la première étude en 2019, oui, on a beaucoup été sur le thème de l'autonomie. Délégation et confiance. Donc, c'est 3 axes en fait d'études. Et ce qui ressortait, c'est que les gens avaient envie effectivement d'avoir plus de liberté sur l'organisation du travail et pouvoir aussi disposer de temps pour une vie personnelle. Ils se sont rendus compte qu'effectivement, avec 2 jours par semaine, c'était bien. Ça leur permettait de concilier vie professionnelle et vie familiale, mais aussi de concilier un collectif de travail et de ne pas être isolé, et de ne pas se sentir écarté de la vie de l'entreprise. Alors, ce qui s'est passé entre deux, c'est qu'on a fait une expérience forcée grandeur nature, en fait, si on résume. Ouais. Alors, parmi d'ailleurs les conséquences les plus visibles de ce basculement vers ce que j'appelle ce télétravail 2.0, les DRH nous disent que donc la question est de plus en plus posée comme ça par les candidats. C'est quoi le pack télétravail que vous proposez? Et elle arrive désormais très haut dans les questions, les premières questions qui sont posées par les candidats lors des entretiens d'embauche. Est-ce que vous confirmez ça? Alors, je viens de terminer une étude, toujours qualitative, où j'ai interrogé des recruteurs sur le télétravail. Alors, effectivement, c'est un incontournable de la fiche de poste, de l'annonce. C'est une question récurrente et aujourd'hui, ça fait partie du marketing RH et de la marque employeur. Si on ne propose pas le télétravail, il y a des candidats qui vont clairement ailleurs. Et les gens le formulent vraiment très clairement, c'est-à-dire que c'est une réponse franche. C'est est-ce que vous venez chez nous sans télétravail? La réponse est non. Alors pourquoi? Parce qu'on est sur un marché pénurique et en fait, pour attirer les candidats, il faut faire du marketing, donc c'est l'offre et la demande. Et les candidats ont plusieurs offres en même temps actuellement. Et pas seulement sur les métiers habituellement en tension, sur tous les métiers. Oui. Alors, on y reviendra, mais ça a aussi des conséquences, évidemment, aussi sur les managers eux-mêmes. Il va falloir aussi apprendre à manager différemment. Alors, ils ont été contraints, les managers, de manager différemment pendant le confinement. Maintenant, il faut travailler encore différemment, c'est en hybride.
c'est-à-dire gérer des gens à distance et en présentiel. Ouais. Donc les managers sont invités à se former et les services RH ont un rôle à jouer sur effectivement l'information, la rédaction d'un guide pour le manager, pour le télétravail. Alors l'accord national interprofessionnel de 2020, justement, il y a un chapitre 4 qui prévoit la montée en compétences des managers pour pouvoir piloter des équipes hybrides à distance. Très bien, mais on va y revenir un petit peu plus tard. Merci beaucoup, Caroline. Alors, quelles conséquences entraîne cette évolution que vous nous décrivez à la fois sur l'équipement, les services offerts aux télétravailleurs, mais aussi sur le recours aux tiers-lieux ou le déploiement d'outils nouveaux. On va voir un exemple avec vous, Christophe donc, et Thierry. Christophe, Disney donc, a réagi très vite en mars 2020. Je crois que l'intégralité de vos salariés sont passés en travail distant, ce qui représentait combien de personnes à l'époque ? Alors, peut-être juste pour donner quelques idées de la volumétrie RH chez nous, plus de 16 000 collaborateurs qu'on appelle les cast members dans notre jargon contribuent à créer la magie au quotidien. Évidemment, il y a tous les métiers qu'on connaît, qu'on rencontre lorsqu'on visite les parcs Disney, les hôtels ou le Disney Village. Mais derrière, en coulisses, il y a toutes ces fonctions support ou administratives qui permettent la création de la magie au quotidien. Ouais. On a été un peu précurseur, non seulement dans la mise en place et la réaction, tu l'évoquais, par rapport à la pandémie, mais il faut souligner que cette réaction s'inscrit dans un mouvement de fond qu'on doit à notre présidente, Natacha Rafalski, qui avait été visionnaire en se disant, préalablement à la pandémie, investissons massivement dans les outils informatiques et le numérique qui nous permettront demain d'organiser un environnement de travail, y compris en accentuant le télétravail. Et oui, parce que c'est un préalable. Exactement. Pour pouvoir télétravailler, il faut avoir ces fameux outils. Et c'est vrai que beaucoup d'entreprises ont été prises au dépourvu à ce niveau-là. Alors nous, on avait cette chance, c'est qu'on avait amorcé, grâce à cette vision, j'allais dire, de l'entreprise nouvelle dans son nouveau mode de management et dans la confiance qui doit s'instaurer entre l'entreprise et le collaborateur, de se dire, effectivement, si on veut pouvoir organiser du travail en distanciel et accentuer un petit peu cette notion de télétravail. Alors nous, préalablement à la pandémie, on avait 5 jours de télétravail par mois qui étaient autorisés. Voilà. Post-pandémie, on est à 5 jours de présentiel minimum par mois. Voilà. Alors tous les postes ne sont pas éligibles, on l'évoquait. Environ 4000 postes sont éligibles au télétravail sur les 16 000 collaborateurs. Okay. Donc c'est le marketing, les fonctions support administratives, la compta, les achats. Et donc l'idée c'est effectivement de pouvoir non seulement délocaliser la fonction de travail, mais l'organiser dans ses outils. Et donc on a été réactif tout d'abord dans la pandémie en distribuant massivement une offre de mobilier, de matériel informatique et de matériel support qui ont permis aux collaborateurs de recréer un environnement de travail qualitatif, adapté, ergonomique à son domicile, ce dont tout le monde n'était pas pourvu, loin de là. Et donc pour ce faire, on a appelé nos partenaires, nos fournisseurs, dont LBC, Thierry, qui a répondu présent sur cette offre réactive pour pouvoir, encore une fois, réorganiser le travail, mais dans des conditions qui soient les plus optimales possibles, malgré le contexte de la pandémie et des restrictions de flux qu'on a tous connus. Oui. Et du coup, l'idée, c'était quoi? C'était de fournir, de prêter, de donner. Sous quelle forme, en fait, ça s'est organisé pour le salarié? Très rapidement, on a créé un catalogue de l'ensemble des éléments qu'on trouvait indispensables, que ce soit bien sûr le matériel informatique, que ce soit le mobilier, où je disais les fournitures dont les collaborateurs pourraient avoir besoin. Ouais. Ce mobilier, il a été distribué largement aux postes éligibles au télétravail. Ouais. Et évidemment, quand l'entreprise s'est arrêtée, malheureusement, on a dû fermer la destination touristique pour les gens qu'on connaît. Ouais. Et ils avaient un budget, c'est-à-dire c'est donné aux salariés sous forme davantage. Exactement, donc il y avait un budget qui était alloué au personnel, 300 €, qui permettait d'aller chercher et de compléter les dispositifs dont on pouvait avoir besoin pour les collaborateurs, de manière, encore une fois, à organiser
physiquement cet environnement de travail le plus qualitatif possible. Ouais. Mais ça s'est accompagné aussi de méthodes à la fois d'organisation du travail chez soi, comment on organise concrètement en fonction de la lumière, donc un certain nombre de conseils qui ont été prodigués par des guides de mise en place du travail à domicile. Oui, et puis postures, évidemment, l'ergonomie, la posture, l'environnement de travail, la manière dont on peut s'organiser le mieux dans ces périodes de confinement, et qui s'est également accompagné par le mode de management. Donc les us et coutumes nouvelles qu'il fallait pouvoir organiser pour le management dans cette relation nouvelle distancielle au départ. Post-pandémie, évidemment, tout ça s'organise autour de l'hybride, entre je suis présent au bureau ou je suis à mon domicile, avec cette notion de se dire, c'est pas qu'en mettant des baby-foot et des PlayStation qu'on fera revenir les gens au bureau. Il faut bien sûr une bonne machine à café pour pouvoir réorganiser cette notion de relation informelle et de communication informelle, certes, mais tout ça s'organise et se réinvente, se réenchante entre le lien entre l'entreprise et ses collaborateurs, et on le voit maintenant aussi l'entreprise et ses fournisseurs ou l'entreprise et ses clients. Aujourd'hui, les salariés qui sont donc éligibles au télétravail, en moyenne, ils reviennent combien de jours par semaine sur site? Alors c'est une question d'organisation du travail, et j'allais dire, il n'y a pas de règle absolue qui soit dictée, hormis celle de dire, à minima, les gens doivent être présents 5 jours par mois. Donc ça laisse une vraie latitude au management de pouvoir organiser en fonction des besoins impérieux de l'entreprise, d'avoir physiquement ses collaborateurs, de réunions d'équipe, etc. Et donc du coup, ça transforme aussi la vocation du lieu même entreprise. Nous, on le voit, que ce soit pour nous Disney ou pour les entreprises qu'on peut accueillir à Val d'Europe, on développe le territoire de Val d'Europe, on voit que les gens sont en train de réenchanter le lien physique de l'entreprise, de se dire, si je fais revenir mes collaborateurs, ça veut dire que physiquement, il faut organiser une nouvelle expérience. Et ce terme que nous, on emploie largement pour nos parcs, avec l'expérience qu'on délivre dans les parcs Disney, c'est cette même expérience qu'il faut réinventer sur le lieu physique de travail, parce que c'est pas juste en demandant aux gens de venir au travail pour faire des visios avec leurs collègues ou leurs collaborateurs qui sont eux restés en télétravail, qu'on va réorganiser ce lieu et ce lien managérial ou cet ADN d'équipe. Et donc du coup, c'est effectivement de pouvoir réinventer, redonner encore une fois des règles du jeu un peu nouvelles. Et en fait, c'est responsabiliser aussi que ce soit les collaborateurs ou le management dans les fonctions qui leur sont attribuées. Alors du coup, déploiement en une seule fois ou par vagues successives auprès des salariés, et comment est-ce qu'ils ont finalement reçu cette proposition, cette offre que vous leur avez faite de s'équiper? Alors la réaction a été immédiate, puisqu'on le disait, dès mars 2020, on déployait les premières vagues d'attribution. On a cherché les partenaires les plus flexibles, les plus réactifs, avec l'offre la plus adéquate disponible sur le marché. Donc c'était, il y a eu les achats, et évidemment avec un vrai leadership des ressources humaines. Notre vice-président lui-même, Guillaume Dacugna, a mis en place l'ensemble de la fonction RH, plus de 450 personnes qui contribuent à l'organisation de Disneyland Paris, a mis en place l'ensemble de ses équipes pour pouvoir faire en sorte de pouvoir déployer très réactivement, rapidement, avec la meilleure qui soit, encore une fois, non seulement la distribution, la livraison à partir de ce catalogue mis à disposition des collaborateurs, mais aussi l'ensemble des procédures nouvelles pour aider, accompagner dans ce nouveau mode de management ou de travail, finalement, pour éviter d'avoir des travailleurs isolés, mais d'organiser, encore une fois, cette collaboration distancielle. Thierry, du coup, Christophe nous expliquait comment s'est constitué, s'est déployé cette offre. J'imagine que c'était pas simple de déployer, déjà de constituer les kits, et puis ensuite de pouvoir fournir et de pouvoir déployer chez les salariés. Alors, il faut se dire qu'on est au lendemain du premier confinement, on se dit, ça y est, nous sommes tous en télétravail, il faut équiper. Et Disney, qui est un partenaire client privilégié depuis des années, nous sollicite, on répond bien évidemment à la demande, on ne peut pas laisser notre client partenaire dans les difficultés. Et on a tout de suite réfléchi avec leurs équipes à une offre de mobilier de qualité pour pouvoir répondre immédiatement aux besoins des salariés en situation de home office. Et ça existait? Il y avait déjà des choses sur le marché? Il existait des kits télétravail, mais ils n'étaient pas encore déployés parce que les gens n'y croyaient pas. Exactement. Alors c'est vrai qu'on a immédiatement créé des kits télétravail complets, parce qu'il ne faut pas le réduire au simple siège de travail. Et ça, Disney, on peut les saluer, ils ont réfléchi immédiatement à équiper d'une manière complète leurs salariés en situation de home office.
On a sélectionné des usines privilégiées qui nous ont permis de répondre dans des délais très courts, ça c'est certain. Les collaborateurs ont pu avoir un éventail de propositions très large. Et Disney nous a demandé à l'époque d'en profiter pour livrer le modèle, le matériel IT, hein, tout ce qui était clavier, souris, écran. Ça, c'est important d'avoir un kit complet. On ne peut pas équiper les salariés qui avaient des produits immobiliers. Bien sûr. Ça, c'était un point important. Et surtout, un point essentiel, c'est les séances de travail que nous avons fait tous ensemble. Parce que quand vous installez des gens chez eux, il faut que le matériel soit adapté. On n'a pas les mêmes dimensions de bureau, on n'a pas le même design, on n'a pas les mêmes coloris. Et là, il y a eu un gros travail de fait. Les équipes Disney ont été exceptionnelles. On a su répondre à la demande. Ça, c'était un point essentiel. Et tout le monde... Enfin, quand je dis tout le monde, tous les salariés qui étaient éligibles au télétravail ont fait leur demande en même temps ou il y a eu... Non, c'était par vague successive. Alors, vraiment encore une fois, Disney a été un des premiers à lancer ces kits télétravail. Je crois que même pas 2 semaines après le premier confinement, on a pu déjà livrer des kits. D'accord. C'était extrêmement important. Mais surtout, et je le souligne, Disney est un des premiers à prendre en charge le coût global du mobilier télétravail. Parce que je vous développerai ça tout à l'heure, ce n'est pas le cas de tout le monde. D'accord. Donc ça, c'était un point important. Et avec important. une enveloppe de 300 €, tu es tout à fait en capacité de proposer... Alors, ils sont montés un peu plus haut. Il y a des entreprises qui proposent 60 € à l'heure actuelle, donc c'est un petit peu juste. Mais Disney a eu un budget global conséquent, a permis d'équiper l'ensemble de ses télétravailleurs avec des produits de qualité. Mais nous, le challenge, on est en plein confinement. Nos techniciens ne peuvent plus livrer parce qu'il y avait des restrictions également. Et on nous demandait de livrer en tout point d'Île-de-France, notamment pour Disney, mais en province, dans des délais très courts. Donc il a fallu vraiment se positionner sur le fait de pouvoir créer une logistique très rapidement pour pouvoir livrer l'ensemble de ces mobiliers. Eh oui. Alors d'ailleurs, en parlant de ces mobiliers, on va voir quelques exemples de kits à l'écran que tu peux nous commenter. Le premier, on va le voir, est assez simple. Hein. On va de la table, on voit en haut, finalement, assez Il est à la fois assez simple, mais comme vous pouvez le voir, au travers d'un petit piétement bois, d'une forme sympathique, contenu, parce que là, encore une fois, il faut que le mobilier rentre dans des espaces qui correspondent à la superficie, parce qu'il y a des gens qui travaillent dans des studios et des gens qui travaillent dans des 500 mètres carrés, donc c'est pas tout à fait la même chose, donc des dimensions diverses et variées. On s'aperçoit malgré tout que le mobilier est plutôt cosy. Hein, il correspond, le petit parquet bois, le piétement bois qui va bien. Après, on peut monter sur des produits un petit peu plus premium, mais surtout là, il y a un produit qui est génial, qui correspond à mon avis à une utilisation, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on est en situation de télétravail, on ouvre son travail le matin et on doit le fermer le soir. Et d'un point de vue psychologique, il est important de fermer sa vie de travail. Le petit produit d'en bas, on l'a développé pendant le confinement. C'est le matin, vous l'ouvrez, il est prêt à l'emploi. Il y a le support écran, il y a le clavier, il y a son petit caisson, il y a toute la connectique. Et le soir, on ferme son bureau. C'est un petit rangement qui paraît pour un petit meuble, une commode. On peut mettre des objets déco par-dessus, mais surtout... Quand vous avez des enfants en bas âge, ça évite qu'ils viennent prendre le stylo de papa, le stylo de maman, et ça peut créer des petits conflits en interne. Donc c'est vrai que c'était une solution qu'on a développée dès le premier confinement et qui permet de répondre à ces besoins précis de travail en home office, où il faut faire attention que le mobilier soit parfaitement adapté. On en a d'autres exemples. Hein. C'est vrai que la particularité, c'est ce que tu disais, c'est qu'il faut s'adapter à l'environnement. Et aussi à des décos d'intérieur. Donc ça ne peut pas être la même chose. C'est vrai qu'avec la poussée de certaines enseignes type Maison du Monde depuis quelques années, où les gens ont vraiment envie d'avoir ce côté cosy, confortable, bien-être chez eux, il fallait qu'on développe des kits de télétravail qui correspondent à ces ambiances. Parce que le bureau typique qu'on peut retrouver en entreprise, parfois, on ne va pas mettre des benches chez soi, c'est un peu grand. Donc on va mettre des petits bureaux bien adaptés, mais par contre, je le redévelopperai tout à l'heure, il faut l'accessoiriser. Et ça, c'est un point important. Alors d'ailleurs, qu'est-ce qu'on trouve dans ce kit? Donc on voit le bureau, le siège, mais pas que. Il peut y avoir des accessoires comme le repose-pied. Ça, c'est quelque chose qui peut soulager des douleurs lombaires. Le support écran, parce qu'on le met chez soi, mais c'est bien d'avoir son écran qu'on peut régler comme on souhaite. Et puis, il y a un point extrêmement important et qu'on oublie. Depuis quelques années, on a tous envie, lorsqu'on rentre chez soi, d'être dans une ambiance très tamisée, très cosy, de la lumière basse. C'est pas du tout adapté aux situations de télétravail. On doit avoir un certain nombre de luttes au poste de travail, donc il ne faut pas oublier de proposer cette petite lampe d'appoint.
c'est pas un accessoire très cher, mais ça participe grandement au confort du salarié et ça peut éviter à terme des troubles optiques. Oui. Alors je vois qu'à chaque fois, la chaise reste ergonomique. Elle n'est pas forcément chaise typique qu'on pourrait trouver chez soi, mais c'est important quand même d'avoir ce type Il est vrai que la chaise est un élément essentiel, faut se le dire, parce que ça évite les troubles musculo-squelettiques, ça évite d'avoir des problèmes de posture. Le nombre de gens qu'on a vus en situation de visio, assis sur leur canapé, assis sur leur lit, assis sur un tabouret, on imagine les dégâts à terme et ça envoie dans les cabinets de médecine du travail de nombreux salariés qui leur disent ce n'est plus possible, on ne peut pas travailler dans ces situations. Donc le siège de travail est essentiel, certes il est ergonomique, certes il n'est pas toujours dans le design qu'on pourrait espérer, mais il y a des progrès qui se font en ce moment, beaucoup d'industriels, du fait du marché conséquent, c'est des millions d'utilisateurs à terme qui seront équipés en situation de télétravail. Eh bien, on va de plus en plus vers des sièges ergonomiques, design, et qui correspond à une image un peu cosy qu'on peut avoir dans son salon, sachant que on voit à l'écran. Il y a des études qui montrent quand même que le bureau est souvent installé soit dans la chambre, soit dans le séjour. Ah oui, d'accord. Voilà. Il y en a de moins en moins qui travaillent dans la cuisine. C'était le cas à un moment donné. Mais donc voilà, il faut quand même que le produit participe à l'environnement. Là, on voit un exemple qui s'intègre mieux, je dirais, dans un intérieur que la chaise à roulettes classique. Alors celui-là, c'est aussi pour des gens qui auraient des problèmes de posture assise. Là, c'est un produit qui permet de travailler de manière debout. Et ça peut être confortable. Mais encore une fois, vous voyez qu'on a fait un gros travail sur l'esthétique pour qu'il s'harmonise au mieux avec l'environnement. C'est important aussi de pouvoir proposer cette posture debout. C'est essentiel. Alors demain, si on pousse le bouchon un peu plus loin, si les entreprises sont prêtes à investir, d'avoir un petit bureau réglable en hauteur, sur plusieurs positions. Dans la journée, on ne peut pas rester assis toute la journée. Il faut changer de posture tout au long de la journée. Et le fait d'avoir un bureau qui vous permet de travailler assis et debout à un moment donné, ça participe au confort et au bien-être des utilisateurs. Merci beaucoup Thierry. On verra d'autres exemples avec Stéphanie juste après. Mais d'abord, avant, je voulais avec Caroline revenir sur une des conséquences aussi du télétravail. Christophe en a parlé rapidement. Il y a de plus en plus d'entreprises qui réfléchissent à passer en flex office. On a l'impression que c'est un peu la contrepartie du télétravail. Mais d'ailleurs, quand Christophe en parlait tout à l'heure, je réfléchissais, je me disais, pour un directeur immobilier, ça doit être terrible d'avoir un accord où on dit vous pouvez être 5 jours par mois minimum au bureau, parce que du coup, en termes de variation et d'occupation des espaces, tu ne sais jamais qui va être là et combien de personnes vont être présentes. C'est un nouveau challenge, mais justement, c'est d'apporter toute ce caractère agile et mobile dans l'immobilier qui est immobile par destination. Donc ça pousse à réinventer la vocation de ce qu'est l'immeuble de bureau. Et je pense que c'est ça qui est passionnant dans nos métiers aujourd'hui, c'est de se dire l'immeuble de bureau n'est pas simplement un lieu de destination où les gens sont venus travailler, on se rend compte que c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu d'échange, c'est personnel et privé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se rencontrent sur le lieu de travail et qui se marient, qui travaillent ensemble, qui partent en vacances. On voit que, encore une fois, le bureau est un lieu qui est multiple dans ses facettes et le directeur immobilier, je pense aujourd'hui, doit justement mettre en exergue ce que doit devenir aujourd'hui l'immeuble de bureau qui n'est plus encore une fois qu'un réceptacle d'une fonctionnalité qui crée de la valeur pour l'entreprise avec le travail, qui est de se dire quelles sont les fonctions de mutation qu'on va trouver au sein de l'immeuble avec l'environnement de travail, que ce soit les services aux collaborateurs, que ce soit les fonctions de travail collectif, de manière encore une fois à créer l'ADN de l'entreprise au sein de cette fonction présentielle. Oui. Et Christophe vient de le dire, ça a un impact sur le lien, la cohésion. On sent, tout à l'heure, on en a parlé, que les managers doivent être formés. Comment on accompagne ce mouvement? Quel conseil vous donneriez? Alors, il y a deux choses, en fait. Je vais rebondir sur ce que vous avez dit. Effectivement, en sortie de confinement, avec l'organisation du travail hybride dans les entreprises ont saisi cette opportunité pour réduire le nombre de mètres carrés de bureaux, puisque c'est quand même une charge importante dans un budget d'entreprise, tout comme la masse salariale d'ailleurs. Donc ça a été une opportunité. Après, ce qui s'est passé, c'est que pendant le confinement, on a vu l'impérieuse nécessité d'être ensemble, de travailler ensemble, de se retrouver pour des moments formels, mais aussi pour des moments informels. Donc les managers, aujourd'hui, ils ont un double challenge.
c'est organiser à la fois des temps collectifs et des lieux collectifs. Oui. Donc c'est deux choses différentes. Ça peut être des rituels, il faut recréer des rituels. Exactement. Aussi. Donc aujourd'hui, on s'aperçoit que le télétravail entre dans les valeurs, dans les rites, les habitudes de l'entreprise, donc dans la culture de l'entreprise, et on recrée en fait des tribus en interne avec ces temps et ces lieux collectifs. Alors j'ai des managers qui m'ont dit, il n'y a rien de plus désagréable que de gérer une réunion où il y en a qui sont là, il y en a qui sont à distance. Donc c'est pour ça que se retrouver de temps en temps tous ensemble, c'est quand même évoqué de façon conséquente par les entreprises, les employeurs qui disent, bon, il y a un jour qui est un jour entre guillemets banalisé, où tout le monde va être là. Ah oui, d'accord. Il faut demander à tout le monde d'être présent quand même. Oui, dans certaines entreprises, il y a des jours où en fait on essaye de croiser les plannings. Oui. Après, il y a aussi la possibilité d'aller en coworking dans des espaces, dans des tiers-lieux à l'extérieur de l'entreprise pour rompre l'isolement. Et je voulais aussi vous mentionner que j'ai vu des publicités pour des promoteurs qui construisent des immeubles d'habitation, pas de bureaux, avec des espaces de télétravail. Donc on voit bien la nécessité de travailler dans un collectif, qui peut être son collectif de son entreprise ou un collectif qui va être du coup le collectif de ses voisins. Je vais revenir à ce sujet des tiers-lieux et voir des résidences servicielles. Puisqu'on parle beaucoup des immeubles de bureaux serviciels, mais finalement, il pourrait y avoir aussi des résidences d'habitation servicielles. Avant ça, juste Thierry, on t'en a rapidement parlé, mais comment se comportent justement les entreprises vis-à-vis de ces kits de travail? Est-ce que tout le monde y va ou est-ce qu'il y a des différences quand même? Non, elles y vont, mais pas toutes. Nous, on travaille beaucoup avec des grands groupes, des ETI, même des PME qui ont compris qu'installer leurs salariés dans de bonnes conditions, ça profite au confort, au bien-être, au confort du travail, clairement. Et ce qui est important à retenir, c'est que ça participe aussi à l'attractivité de leur marque employeur. Ça, c'est vraiment un point important. Oui. Pourquoi un employé va choisir de travailler dans une entreprise plutôt que dans une autre? C'est parce qu'elle l'accompagne mieux. Et une chose qui est extrêmement importante et qui est parfois difficile à comprendre et à expliquer à certaines entreprises, c'est pourquoi il faut équiper le salarié en situation de travail de la même manière qu'en entreprise. En entreprise, vous avez des normes extrêmement larges. Et après, on dit aux salariés, allez travailler chez vous, mais on ne met pas d'équipement. C'est complètement anormal. Alors que réellement, ça apporte un bienfait. Les gens sont productifs, ils sont bien et ils ont envie de rester dans leur entreprise. Ça, c'est un point extrêmement important. Alors, si on parle vrai, qu'est-ce qui bloque certaines entreprises aujourd'hui à aller vers les kits de télétravail? C'est le budget, il faut être honnête. Oui. Il y en a encore qui se posent la question du budget. Les entreprises me posent toujours la même question. Il faut mettre combien? Oui. Moi, j'aurais tendance à leur dire, il faut mettre ce qu'il faut. Alors, c'était une réponse de Normand, mais c'est un petit peu ça. Donc, c'est comme on disait tout à l'heure sur le cas de Disney, qui lui a pris à bras le corps ce sujet, c'est avoir un budget suffisamment confortable pour avoir un équipement complet. Ça, c'est un point important. Et le deuxième point qui fait que les gens n'y passent pas, enfin les entreprises n'y passent pas, c'est qu'il y en a quand même un certain nombre qui pensent que le télétravail, demain, ça n'existera plus. Il y a encore de nombreux chefs d'entreprise, et parfois dans des grands groupes, qui se disent, oui, bon, c'est une mode, on est tous en télétravail, mais un jour ou l'autre, on va revenir en présentiel. Moi, je leur dis, non, on est dans cette vraie hybridation. Maintenant, le télétravail doit être environné exactement de la même manière qu'on peut l'avoir en entreprise, mais surtout aussi dans des tiers-lieux, comme disait Caroline. Ça, c'est des points extrêmement importants. Donc voilà, c'est des choses à retenir. Les entreprises y vont, oui. Il faut qu'elles y trouvent encore de l'intérêt. Il faut qu'elles terminent leurs accords télétravail, ce qui est en train de se faire. Et je pense que le jour où les entreprises auront mis vraiment le sujet que d'équiper leurs salariés, ça participe au fait qu'ils auront envie d'aller travailler dans cette société, les gens y passeront. Oui, alors il y a un sujet d'attractivité et me vient aussi à l'esprit, mais là je me tourne vers Christophe, un sujet donc budgétaire, financier. Est-ce qu'on ne peut pas se dire que cet investissement-là, on va le récupérer en quelque sorte en passant par exemple au flex office ou en réduisant un peu des surfaces? Je pense que le flex office correspond à une réalité d'occupation des immeubles. Le sujet, c'est de se dire, à partir du moment où on passe les gens en télétravail, par définition, les immeubles sont moins occupés par rapport au 100% du temps où ils pourraient l'être. Donc l'idée, effectivement, du directeur immobilier, c'est d'apporter cette agilité dans non pas une vision purement mathématique, mécanique de réduction des surfaces prises à bail par, effectivement, organiser le flex office
dans l'entreprise. Je pense que notre rôle de directeur immobilier, c'est justement d'apporter une réflexion stratégique, de se dire comment on organise la confrontation et ce lieu, vous l'évoquiez tout à l'heure, ce lieu de confrontation des collaborateurs en présentiel. Donc le travail collectif, il s'organise désormais sur le net, mais il doit s'organiser aussi en présentiel. Et donc on voit aujourd'hui que les entreprises, que ce soit la nôtre ou les entreprises que nous on accueille sur le territoire, viennent avec des proportions de salles de réunion, de salles de brainstorming, de salles de rencontres, de salles informelles, beaucoup plus importantes dans la proportion que ce qu'on voyait par le passé. Et pour autant, les gens viennent réinventer, encore une fois, l'organisation de l'entreprise, y compris dans son lien présentiel. Je m'en explique. Aujourd'hui, je vois arriver des entreprises parisiennes ou internationales qui se disent « nous, on ne veut plus être dans Paris intramuros », problème de bouchons, problème de prix de l'immobilier résidentiel ou professionnel, problème de parking. Et donc ces entreprises se disent, on va chercher un barycentre qui va nous permettre d'organiser le lien aisé, physique, dans cette relation présentielle. Donc l'entreprise n'a plus cette simple considération de quel immeuble de bureau il me faut, mais à quel endroit je me mets pour pouvoir organiser ce barycentre nouveau. Alors nous, on a cette chance à Val d'Europe, encore une fois, d'avoir première gare de France TGV, l'Europe à portée de train, première gare de France, je le disais, ou Roissy en 8 minutes avec nos amis de la SNCF, qui fait que, évidemment, Val d'Europe, vu de Miami, Marseille, Milan ou Munich, c'est l'Europe et la France singulièrement, accessible en train, avec tout l'ensemble des grandes capitales européennes à moins de 3 heures de Val d'Europe en TGV ou en train rapide, qui fait que l'entreprise aujourd'hui peut totalement réinventer son lien physique. Et nous, Disney, ça fait 20 ans qu'on a des collaborateurs qui habitent à Lyon, qui habitent au Mans, qui habitent à Lille, parce qu'évidemment, cette fonction de rayonnement grâce au TGV, dans une notion d'RSE qui est de plus en plus importante, qui s'accompagne et qui accompagne, encore une fois, ces mutations managériales, fait que l'entreprise considère non plus, encore une fois, que l'immeuble de bureau, mais la localisation géographique qui va lui permettre de rayonner et de rassembler tous ces salariés surtout. Eh oui. Stéphanie, Thierry nous présentait les kits développés pour cette expérience avec Disney, aussi son retour d'expérience avec quelques conseils au niveau de l'équipement, l'ergonomie, les postures. Au niveau des industriels, comment est-ce que vous réagissez au développement du télétravail déjà en tant que filière ? Alors déjà, le télétravail est clairement ancré dans les pratiques aujourd'hui. On ne reviendra pas en arrière. On est tous d'accord. Et voilà. Donc ça, c'est une chose certaine. Donc je comprends l'effort de conviction que vous devez faire auprès de certains de vos clients. Mais une chose est claire, on ne reviendra pas en arrière. Une chose est aussi claire. Nous confirmons les études de Caroline Diard sur à peu près 2 jours de télétravail. Nos études prouvent qu'aujourd'hui, ce serait le mix 2 jours à la maison, 3 jours en entreprise, et se pose aussi la question de la mobilité. De la mobilité entre les deux. Et donc, sur tous les points qui ont été abordés, les industriels sont présents. Nous avons une réponse beaucoup à proposer. Nous avons énormément d'innovations. Je vous en présenterai quelques-unes. Oui, on va en voir. Oui. Ce qui est important d'évoquer aujourd'hui, c'est de comprendre que nous sommes dans une réelle transformation, une mutation sans retour. Et ce point est clairement acté par les industriels. Et aujourd'hui, ils travaillent en permanence à l'écoute du marché, à travers d'études dont je pourrais vous partager quelques éléments, pour proposer des solutions justement aux entreprises et aux agenceurs mobiliers de bureaux qui puissent répondre aux problématiques d'ergonomie, aux problématiques de santé, sécurité au travail, mais au travail à la maison. De design, parce que le design au bureau, c'est pas le même design qu'à la maison. Et comme vous l'avez dit, les salariés ont besoin d'adhérer à l'outil.
Et donc, dans ce sens, les industriels travaillent énormément sur l'aspect ergonomique des produits pour qu'ils soient plus faciles à intégrer et donc à accepter pour les salariés dans le cadre de leur sécurité au travail, à la maison. Alors justement, on va voir quelques innovations développées par la filière que vous représentez et qui sont proposées aux télétravailleurs. Alors vous avez dans plusieurs domaines notamment des propositions. D'abord peut-être sur la partie, puisque vous en avez parlé, ergonomie et posture. Oui. Vous l'avez dit, le travail hybride, c'est la nouvelle normalité. Il y a un impact, on en a tous parlé, sur notamment les troubles musculo-squelettiques potentiels, avec des mauvaises postures et des équipements peu ergonomiques chez soi. D'ailleurs, Caroline, le jour où il y a des problèmes de TMS comme ça, dus à des mauvaises postures chez soi, c'est l'employeur qu'on va aller chercher, de toute façon. De toute façon, en situation de télétravail, vous êtes en situation de travail. Donc, vous avez les mêmes droits qu'un salarié en présentiel. Et on a une présomption d'imputabilité d'accident du travail, de maladie professionnelle. Exactement. Et donc, évidemment, il faut commencer. Alors, il y a des TMS, mais il y a aussi les accidents cardiaques, l'augmentation possible des accidents cardiaques. On sait que si on ne bouge pas assez, c'est inévitable, on a plus de risques. Alors, cette étude a été partagée par un de nos adhérents, la société ACO. Et je trouve que c'est intéressant de vous la partager aujourd'hui parce que effectivement, on s'est rendu compte que le salarié ne bouge pas à la maison. Il est trop statique, il est assis trop longtemps, il mange sur le pouce devant son écran, il déconnecte moins. Et donc, ce n'est pas du tout la même configuration qu'au travail. Tout à l'heure, vous avez évoqué la machine à café. Ça fait toujours sourire, mais la machine à café permet quelque part, il faut se déplacer dans le couloir, il faut se lever. Pour aller à la cantine, on se déplace, on se lève. Pour aller en réunion, on marche. Alors qu'à la maison, on est assis sur son fauteuil ou sur sa chaise toute la journée devant son écran. Donc ça, c'est un point avec des conséquences, effectivement, sur la santé du salarié, dont le responsable de l'entreprise est responsable au final. Donc c'est un point important. Alors du coup, premier exemple, designé pour la maison, on l'a vu déjà un petit peu avec le dernier exemple présenté par Thierry. On va voir peut-être de plus en plus des qui ne sont pas des chaises, mais qui sont des assises, qui s'intègrent mieux dans la maison et puis surtout qui sont réglables et qui nous permettent de bouger. Alors ça, c'est un exemple d'une innovation d'un de nos adhérents avec ce qui a été évoqué, bien entendu, l'aspect d'assise, mais aussi l'aspect de mobilité pour que le salarié puisse bouger. Tout en ayant la possibilité de régler sur cette station assise debout qu'on a évoquée avec tout un type de matériel associé avec des solutions pour monter les écrans ou monter les bureaux qui peuvent se poser sur une table. Voilà, c'est important. Alors autre exemple, les fameux ballons qu'on avait vus dans les bureaux, qu'on voit toujours dans certains bureaux, mais là on peut l'avoir chez soi finalement aussi. Alors, ce qui est intéressant avec ce produit, c'est bien entendu, on le connaît dans les entreprises. Moi, dans mon entreprise, j'ai eu une folie du ballon qui se sont partagées et quelque part, ça m'a fait plaisir que ça vienne aussi des salariés, cette demande. Je trouve que du coup, ça prouve, en tout cas dans mon entreprise, qu'il y a une véritable prise de conscience de la posture et de l'ergonomie au travail. Et le choix des couleurs restant toujours un sujet. Mais on le voit à travers cet exemple d'innovation pensée, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour l'intérieur de la maison. Et donc, ça facilite l'acceptation du produit. Toujours en ergonomie, ça c'est très pratique. Honnêtement, voilà, le bras articulé qui permet quand même de soulever, de régler en hauteur l'écran, c'est hyper important. Et en plus, il est pliable. Donc, vous avez évoqué une innovation qui est un bureau entier qui se plie, mais il y a aussi des solutions de matériel pliable pour qu'il puisse, s'il n'y a pas de bureau, ou peut-être équiper ce bureau pliable d'un porte-ordinateur qui prend plus de place et qui peut se ranger très facilement dans un tiroir. Mais c'est vraiment super pratique et très important pour éviter le mal
des cervicales. Tout à fait. Voilà. Pareil, toujours un bras qui, là, permet de porter plusieurs écrans, hein, déjà, l'ordinateur plus un autre écran. Alors là, ce qui est intéressant, c'est l'adaptabilité et la modularité en fonction du salarié. Ceux qui ont des écrans physiques peuvent être plus portés. Et toujours, vous voyez que ça se fixe sur n'importe quelle table. C'est tout à fait standard. Alors, je précise que tout ce qu'on voit là, on peut le retrouver donc sur le site de la IPB, www.ipb.fr, un peu plus développé. Vous présentez à chaque fois un peu plus développé. Alors, deuxième domaine sur lequel vous innovez pas mal, tout ce qui est donc ce que vous avez appelé, Stéphanie, performance au travail, hein, ou productivité, on n'ose pas dire trop ce mot-là aujourd'hui, mais c'est bien ça, l'efficacité en tout cas au travail. Alors une célèbre marque, c'est ça, non, qui a développé tout à fait, que vous reconnaîtrez certainement derrière le visuel, qui développe un format plus important qui en fait répond aux besoins de mémoriser une information. 42% des informations qui sont écrites manuellement sont mieux retenues, donc c'est important. Mais pour l'employeur aussi, c'est important. J'utilise le mot productivité, performance et performance du salarié. J'ai une to-do list, j'ai des choses à me souvenir. Je dois faire ça en urgence tout à l'heure. Je ne vais pas forcément mettre un mémo sur mon ordinateur. J'ai facilement de quoi pouvoir mémoriser. Donc un format de notes plus grand ou alors carrément l'équivalent un petit peu du tableau blanc qu'on a l'habitude d'avoir dans nos bureaux, mais ici, finalement, on peut le poser à côté de soi sur sa table. Hein, oui, alors celui-ci est très intéressant. Il est en grand format, mais il permet d'être transporté en entreprise si besoin. Il est électrostatique, ce qui fait qu'il se fixe. Sans altérer les supports. Donc c'est particulièrement astucieux. Électrostatique. Voilà. Super, ça c'est parfait. Bon, là, on voit tout de suite à qui on a affaire. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est d'avoir créé, on le parlait tout à l'heure de cette histoire de kit, c'est d'avoir créé un kit, mais pour de la fourniture de bureau. La marque, je ne vous la cite pas, avec, déjà tout, c'est pratique aussi pour l'acheteur dans l'entreprise, parce qu'il n'a pas à aller acheter chaque item séparément. Alors, c'est pratique pour l'acheteur. Au lieu d'acheter une multitude de stylos, il a un kit utile avec les produits nécessaires. C'est facilement stockable, c'est facilement transportable. N'oublions pas, là, on verra plus tard l'aspect mobilité qui est aussi important. Oui. Et effectivement, ça permet d'avoir un kit pratique avec des produits de qualité. Alors, autre sujet, quand on est chez soi, comment on fait avec le courrier? Eh bien oui, parce que le bureau, c'est pas que l'ordinateur et les vidéos en Teams, on ne peut pas y couper un peu de papier, des stylos, donc, et puis aussi des enveloppes, des timbres. Il peut y avoir des documents. Le timbre en ligne, hein, donc, on l'imprime, c'est ça? Voilà, sur des étiquettes spéciales. Okay. On sait, nous, par nos études, qu'il y a eu, lors du Covid, un boom d'équipements d'impression et notamment aussi des recharges tonnerres à la maison. Oui. Et donc, l'impression à la maison, on a besoin. Hein, pour envoyer aussi ces colis et du coup aussi ces enveloppes. Parce que le problème, c'est qu'en entreprise, on ne va pas partir avec le sac de 500 ou 600 enveloppes. Donc, il fallait proposer aussi... il fallait penser à des packs adaptés à des petits formats. C'est le format utile, nécessaire, pas trop encombrant, qui peut se ranger facilement. On en parlait tout à l'heure, l'éclairage, la petite lampe. Hein, facile, simple d'utilisation, c'est Thierry qui nous disait c'est quand même souvent sous-estimé d'ailleurs. Et donc vous développez des choses qui s'adaptent bien en termes de design aussi à l'intérieur. Design pliable, moderne, puisqu'on peut recharger son smartphone, connectable par port USB. Donc c'est pour vous montrer toute la réflexion et l'ampleur des innovations qui sont faites par les industriels et qui répondent exactement au point que vous avez évoqué tout à l'heure pour la maison. Et puis pour terminer, vous pensez aussi à la mobilité.
La mobilité. On l'a vu avec les enveloppes, mais c'est par exemple le tampon d'entreprise personnalisé. Ça, c'est vrai que quand on part avec le gros machin d'entreprise comme ça, c'est pas très pratique. Donc là, vous avez développé, finalement, c'est quoi? C'est un petit... Alors, c'est le tampon de l'entreprise, le même format technique, mais il est en format poche, c'est-à-dire qu'il est pliable. L'encre est à l'intérieur comme un tampon classique, mais en format tout petit, pliable, avec une petite accroche pour mettre dans une poche, dans sa sacoche, hyper discret. Mais bon, comme on peut imprimé des courriers, mettre sous enveloppe, tamponner, signer, c'est un des classiques du bureau. Eh oui, exactement. On ne peut pas y couper. Exactement. Et on a quand même encore, même si on nous annonce le zéro papier depuis à peu près 20 ans, non, on se trimballe toujours tous avec pas mal de papier. Et donc aussi, vous avez développé des pochettes, c'est ça, qui évitent d'avoir à trouilloter sans arrêt. Tout à fait. On est dans la partie classement de notre activité et on parlait de la mobilité. C'est vrai que c'est important de considérer le confort du salarié dans son travail. Et donc, j'ai mes documents à la maison que j'ai finalisés et je dois les donner à signer. Mais mon travail est fait. C'est un document important. Je ne veux pas qu'il s'abîme. Je le protège. Il n'est pas troué, il n'est pas corné. Il est correctement protégé. Et donc ça, c'est important de pouvoir proposer ce type de produits qui sont adaptés à la mobilité, liés au télétravail. Oui. Alors du coup, dans la filière, comment ça se passe le développement le déploiement du télétravail? Parce que vous avez la particularité d'avoir plusieurs populations, des populations en usine, en production, et puis une population tertiaire de bureaux. On parle beaucoup d'inégalités entre ces deux populations. Est-ce que c'est un sujet au sein de la filière? Alors, ça l'a été. Oui. Ça l'a été plutôt l'année dernière. Tout à fait. Donc, les industriels de l'association ont été tous à l'écoute des salariés. Donc, ce qui est important dans ce type de problématique d'ordre managérial et RH, c'est d'expliquer aux salariés la situation. Dialogue. Et que c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. Nous avons besoin de salariés qui préparent des colis, qui préparent des commandes, qui préparent des assemblages, qui travaillent sur des produits et que ce sont des jobs qui ne sont pas télétravaillables, je ne sais pas si c'est un mot qu'on peut utiliser, et que par contre, il y a d'autres postes qui peuvent être en télétravail, mais que ce n'est pas parce que les salariés sont en télétravail qu'ils ne travaillent pas. Donc tout cet effort de communication a dû être fait par les managers pour bien comprendre que c'est un travail d'équipe, et là, c'est le travail d'équipe dans toute sa splendeur, parce que s'il y a un quelconque salarié dans une entreprise qui ne fait pas son travail, ça se voit. À la IPB, nous avons des très grandes entreprises, mais aussi des entreprises plus petites et de taille moyenne. Et donc, tout passe par un bon management et une bonne explication de la situation. Du dialogue social. Caroline, vous n'allez pas dire le contraire. Du dialogue social, apparemment, Elon Musk, lui, il a fait table rase, puisqu'il a dit terminer... Il est aux États-Unis. Terminer dans un contexte différent. Le télétravail, d'ailleurs, il n'appelle pas ça le télétravail, il dirait faire semblant de travailler de chez soi. Mais il l'a notamment motivé par justement cette inégalité qu'il y aurait entre les postes éligibles au télétravail et ceux qui ne le seraient pas, c'est-à-dire les postes en production. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors effectivement, le fait pour un poste d'être éligible ou non au télétravail crée une situation d'iniquité dans l'entreprise. Donc il y a des postes qui, par nature, ne seront jamais télétravaillables. Quand vous êtes caissière dans un supermarché, quand vous accueillez du public, il faut parfois, à minima, être présent. Oui. Donc ça, c'est important de le dire. Alors, comment ça se passe concrètement pour la mise en œuvre et légalement dans l'entreprise? Alors, depuis 2018, en fait, le législateur a renforcé une forme de droit au télétravail. C'est-à-dire qu'en présence d'un accord ou d'une charte, l'employeur doit motiver son refus. Et quand on n'a ni charte ni accord, quand on est en situation de handicap ou en situation de proche aidant, on est de droit
éligibles au télétravail. Donc, ce qui pose plein de difficultés, parce que c'est potentiellement des redéfinitions de missions, des aménagements de postes et un gros travail de communication et d'information. Parce qu'effectivement, comment dire à quelqu'un, vous vous levez et vous allez travailler, et votre collègue reste tranquillement sans prendre les transports et va se connecter au moment de la visio. Oui. Donc il y a un gros travail de dialogue social, ça c'est au niveau collectif, mais également au niveau du management intermédiaire. Très bien. J'avais encore plein de questions sur le full remote, sur les résidences, l'habitation, mais on a atteint notre quota voilà, en termes de temps. Et je voudrais surtout laisser un petit peu de temps à nos auditeurs et téléspectateurs pour poser leurs questions éventuelles, réagir à tout ce qui vient d'être dit, éventuellement partager vos propres retours d'expérience. Donc je vais me tourner vers Mathilde. Mathilde, est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Alors, première question, existe-t-il des solutions de location de mobilier pour les télétravailleurs ? Oui, ça a été une demande, Thierry. Alors, bien évidemment, c'est un sujet sur la table, parce que quand vous déployez 50 collaborateurs, c'est un coût, mais quand vous déployez 500, 1000, 2000 collaborateurs, c'est un autre coût. Et nous mettons en place, en effet, des systèmes de location financière pour les sièges, pour les bureaux, pour les kits de télétravail. Et en fonction du coût, il peut y avoir un entretien sur la durée, il peut y avoir une réutilisation en récupérant les produits, en les remettant dans un nouveau cycle. On est vraiment dans une démarche très RSE en proposant ces kits de financement, mais bien évidemment, il y a de plus en plus de demandes. Autre question. Ouais. Pour Christophe Giral, prenez-vous en charge des frais mensuels pour les salariés en télétravail, Internet, électricité, etc. Et si oui, à quelle hauteur ? Alors, nous, en plus du kit. Du kit, en sachant qu'en plus on a évolué puisque l'entreprise maintenant accompagne les collaborateurs nouveaux qui souhaiteraient abonder dans leur propre kit à hauteur de 50%, jusqu'à concurrence de 300 €. Donc, c'est-à-dire que le collaborateur peut avoir un budget un peu plus conséquent qu'on accompagne dans l'installation chez soi. À titre de défraiement, en fait, on est convenu avec nos partenaires sociaux de pouvoir défrayer le collaborateur à hauteur de 2,50 € par jour télétravaillé, à concurrence de 55 € par mois, donc qui permet de couvrir une partie des charges liées au télétravail. Il y a une obligation, Caroline, sur ce sujet justement des frais liés au télétravail. J'entends souvent 2 € ou 2,50 €, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait une obligation particulière. Non, il n'y a pas de barème. Ouais. Après, il y a des barèmes URSSAF, c'est-à-dire que vous versez une indemnité à votre salarié qui va être exonéré de cotisation en fonction d'un barème URSSAF, ça c'est une chose. Mais en fait, l'obligation de l'employeur, c'est de rembourser les frais qui sont déployés par le salarié dans le cadre de ses missions. Mais ça n'a rien à voir avec le télétravail, en fait, ça a toujours été. Oui. À partir du moment où vous êtes sous un contrat de travail dans une entreprise, vous engagez des frais, on vous les rembourse. D'accord. Voilà le principe global de droit. Ok. Est-ce qu'il y a une autre question ou réaction ? Oui. Pour Caroline Diard, on entend beaucoup parler du risque de perte de lien entre les télétravailleurs et leur entreprise. Qu'en pensez-vous ? Alors, je rajouterais aussi, tiens d'ailleurs, ça me permet de remettre une question sur le full remote, sur ces entreprises qui passent 100% télétravail. Est-ce que c'est tenable dans le temps justement avec ce sujet du lien ? Est-ce que les salariés sont aussi attachés à leur entreprise ou engagés quand ils n'ont presque plus de lien physique entre... Alors, les salariés qui ont été contraints en télétravail pendant le premier confinement ont tout de suite manifesté la volonté de retrouver un lien avec leur hiérarchie, avec le collectif de travail, avec l'environnement de travail, avec même le bureau en présentiel et tous ces petits moments informels qu'on ne pouvait pas retrouver à distance, même si tout le monde a organisé... des cafés virtuels. Alors, le full remote, pour répondre à la question, il a été organisé par certaines entreprises, souvent dans un souci aussi de communication externe, parce qu'on a beaucoup médiatisé certaines entreprises où on fait du full remote et on revient 4-5 jours par mois. Comme vous le faites surtout à Disney, en plus des entreprises de technologie, hein, c'est un profil très particulier d'entreprise. Exactement, beaucoup de sociétés dans le domaine du conseil, dans le domaine de l'informatique. Alors c'est un outil de com externe, mais c'est aussi, on le disait tout à l'heure, un outil de com interne, fidélisation, motivation des salariés et attractivité. Mais effectivement, le télétravail, un des risques,
c'est qu'il y a un risque de stress et d'isolement, et après, ça peut dégénérer sur des risques psychosociaux plus globalement. Donc effectivement, oui, perdre le lien, c'est quelque chose de dommageable pour le collaborateur et pour l'entreprise. Absolument. Dernière question peut-être ? Oui, une dernière question. Les coûts induits par le développement du télétravail sont-ils compensés par le passage au flex-office ? J'avais posé la question, il ne m'a pas répondu complètement tout à l'heure, Christophe. Je pense qu'il ne faut pas s'en cacher. Il peut y avoir une logique économique derrière le flex-office. Pour autant, je pense que le directeur immobilier que je suis doit comprendre l'équation économique dans sa globalité. C'est de se dire que les surfaces éventuellement gagnées en économisant sur le poste de travail individuel, en fait, doivent être recyclées dans l'ensemble de ces espaces collaboratifs d'accompagnement ou ces nouvelles salles, parce que je pense qu'on peut inventer aujourd'hui des nouveaux modes de rencontres professionnelles dans l'entreprise en créant des salles nouvelles avec du mobilier adapté, avec un environnement adapté, en ayant une expérience adaptée nouvelle sur le lieu de travail. Et je pense que la direction immobilière doit s'assurer, encore une fois, de mettre à disposition ces outils de travail pour l'entreprise nouvelle. Voilà. Donc c'est pas forcément une logique économique. C'est pas qu'une équation économique. Exactement. Il faut que ça réponde aux besoins. J'allais dire, l'immobilier, on dit toujours que c'est de la pierre. Nous, chez Disney, on dit que c'est de la pierre Paul Jacques Amélie, parce que c'est fait par des hommes et des femmes pour d'autres hommes et d'autres femmes. C'est ça qu'il faut qu'on garde en tête. C'est pas simplement du mètre carré qu'on délivre et qu'on a obtenu d'un promoteur à une entreprise. On est véritablement là pour créer cette expérience et cette meilleure qualité de vie au travail. Une dernière réaction rapide sur ces fameuses résidences dont parlait Caroline. Éventuellement demain, ces immeubles d'habitation qui vont devenir plus serviciels, qui vont proposer peut-être, je ne sais pas, des espaces de coworking, du service, une conciergerie. On le voit un petit peu aux États-Unis. Ça peut arriver. Nous, à Val d'Europe, on réinvente la ville avec le projet urbain qu'on mène. On voit aujourd'hui une mutation et une convergence, bien sûr, dans l'habitat, on l'évoquait chez soi, le bureau, mais également l'hôtellerie. Et donc, en fait, on voit qu'il y a une vraie convergence de l'hospitalité au sens large, parce qu'il faut organiser de manière nouvelle ces lieux de vie. Beaucoup de promoteurs aujourd'hui en logement se disent on va intégrer une pièce en plus, soit dans le logement, soit un appartement qui est gelé dans la résidence pour pouvoir créer une salle de célébration des anniversaires, de télétravail, de coworking. Ça, nous, on le fait depuis 20 ans. Donc on a avec des promoteurs, on a monté ces salles-là qui, il faut être très franc, sur ces premières expériences, n'étaient pas réellement concluantes parce que c'était la salle qui finalement dont personne avait réellement l'usage en tant que tel. Je pense qu'aujourd'hui, ces mêmes promoteurs vont pouvoir retrouver ces fonctions-là. Pour ce qui me concerne, je pense que ça a une viabilité à l'échelle d'un quartier. À l'échelle d'une résidence, c'est un peu compliqué dans les charges à porter. À l'échelle d'un quartier, on voit qu'on passe dans une économie d'usage et que mutualiser du coworking, des véhicules, des services peut permettre d'avoir à l'échelle d'un quartier, pour des résidents, une vraie large palette de services. Et c'est ce qu'on est en train de préparer avec les entreprises qui nous rejoignent. Stéphanie, oui, Thierry, réaction par rapport à peut-être demain ces résidences servicielles. Moi, j'ai la chance de beaucoup voyager. Et lors d'un de mes derniers voyages à Dubaï, j'ai eu le privilège de visiter une résidence qui venait d'être livrée, qui a été considérée à Dubaï comme celle qui avait le plus de services, les appartements dans les étages supérieurs, l'hôtel dans les parties intermédiaires, tous les espaces coworking dans les espaces bas, et le supermarché intégré. Les gens habitants pouvant profiter des services de l'hôtel, bien évidemment, se faire livrer des repas, le ménage s'ils le souhaitent, profiter des installations de l'hôtel, aller travailler, faire ses courses. C'est vrai que c'est peut-être beaucoup, mais on est dans un pays qui est dans l'obligation de minimiser son empreinte carbone, de par le côté très très chaud de la région. Et c'est vrai que pour l'avoir visité, j'ai eu des gens qui étaient plutôt heureux. Ils me disaient qu'ils ne bougeaient plus de leur résidence, sauf pour aller faire des loisirs. Donc ils réduisaient les temps de trajet, ils minimisaient tous ces temps perdus et qui parfois peuvent conduire à des situations un peu inquiétantes de burn-out, de surmenage parce qu'on passe son temps dans les embouteillages. Là, le tout en un, tout intégré. Facilite la logistique du quotidien. Facilite, et avec ce vrai esprit, et Dubaï l'a vraiment mis en avant, ce service plus.
C'est-à-dire que les gens sont pris en charge intégralement et dans le même espace, ils ont l'ensemble des services proposés. Et j'ai senti des gens plutôt heureux. Donc je pense que ça se développera et Christophe en parlait, à Disney, il y en aura demain. Val d'Europe, c'est quand même la ville du quart d'heure. Nous, ça fait 30 ans qu'on le fait. Beaucoup de gens en parlent, mais nous, on l'expérimente depuis 30 ans sur le territoire. Et on voit qu'effectivement, il y a un taux d'adhésion des gens qui viennent vivre ou travailler à Val d'Europe qui est très important. Plus de 92% des gens qui ont un vrai plaisir au quotidien à travailler ou à vivre à Val d'Europe. Pensez à la ville du quart d'heure, hein, Stéphane. Oui, alors moi, ce que je pourrais ajouter pour compléter ce que vous venez de dire, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le travail, le monde du travail est en complète mutation, mais finalement, c'est la vie entière qui est en mutation, puisqu'il n'y a plus, c'est terminé, cette dissociation entre le temps du travail et le temps du privé. Et on le voit bien avec ces projets. Comme je vous le disais, on ne reviendra plus en arrière. Et ça, c'est un projet très futuriste qui va de l'avant. Et voilà, ce que je voulais aussi vous montrer, c'est que les industriels le comprennent, ils l'ont intégré. Et les processus d'innovation sont en cours. Il y a quelques exemples pour aujourd'hui, mais sur des problématiques de bâtiments avec par exemple de l'éclairage ou de l'intégration d'écrans connectés. Tout ça, c'est le domaine de recherche et d'activité des experts qui sont adhérents. Donc on y est. Et il ne suffit plus qu'à faire le pas pour continuer à avancer vers ce monde fantastique. Sur votre site www.aipb.fr. Allez y faire un tour. Non, mais il y a plein de bonnes idées. Hein, donc, oui, il faut y aller. Allez, il est l'heure de conclure. Merci beaucoup à vous quatre pour nos échanges. Voilà, c'était un plaisir, pour moi aussi. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Rendez-vous le 20 septembre prochain pour notre prochaine table ronde qui traitera des leviers d'optimisation de son poste immobilier en 2022. Je recevrai pour en parler Béatrice Bélier-Gagnère, qui est directrice adjointe à la direction de l'immobilier de l'État, Xavier Marceau, qui est l'ancien directeur immobilier et environnement de travail du groupe Ipsen, Stéphane Adnet, qui est le directeur général de Chorus, et Damien Mazurel, le président de Nerium Conseil. D'ici là, passez un très bel été, portez-vous bien, on se retrouve en pleine forme à la rentrée. À bientôt.